bonjour à tous, je suis très impressionné par le décor. Donc voilà, je suis Olivier Christin, on a prévu de parler les uns après les autres. Donc je vais commencer à présenter le cadre, un peu ce que nous souhaitons faire, et tenter d'expliquer pourquoi nous avons choisi ce titre et cette approche avec une approche comparative. Nous allons parler du Mexique, mais pas seulement. Notre projet, l'idée c'était de souligner le fait que les révolutions démocratiques, les révolutions atlantiques de la fin du XVIIIe siècle et de la première moitié du XIXe siècle, donc en gros depuis la Révolution américaine, la Révolution française, puis les révolutions d'Amérique latine, puis les révolutions de 1848, ont transformé très très profondément la manière de penser le gouvernement, ce que c'est qu'un gouvernement, ce que c'est qu'une assemblée, ce que c'est qu'une assemblée populaire, transformé profondément le vocabulaire appliqué à la chose politique, par exemple que les mots changent de sens, le mot liberté, le mot révolution, qui perd son sens principal ou perd recul de mouvement des planètes pour être remplacé par une acception plus politique, le terme de peuple ou le terme de liberté change véritablement de sens à ce moment-là, entre les années 1770, 1830, une transformation du vocabulaire, une transformation de la manière de penser ce que c'est que la politique ou ce que c'est qu'un gouvernement juste et légitime. Et du coup, ces transformations dans la politique, dans les catégories intellectuelles qui permettent de penser la politique ou dans le vocabulaire de la politique, eh bien, ces transformations imposent des bouleversements profonds. Des bouleversements dans la construction et la légitimation des régimes politiques, la manière dont ils se légitiment, dans la manière de penser la souveraineté, par exemple, autour de la question du suffrage universel, qui transforme la manière de penser la souveraineté et constitue une rupture par rapport, par exemple, à une pensée qui viendrait de Bodin sur la souveraineté incarnée dans le corps du roi. Dans la langue et les concepts, je l'ai dit. Donc ce sont des nouvelles abstractions, des nouveaux concepts qui s'imposent, suffrage universel, souveraineté du peuple, universalité de la loi, institution représentative dont le sens change profondément à ce moment-là. Et du coup, ces transformations imposent des transformations dans la manière de rendre visible ce que c'est que la politique, ce que c'est que la res publica, ce que c'est que la chose publique. Donc par exemple, un exemple, c'est en fait c'est des choses qui viennent de l'histoire conceptuelle ou de l'histoire par exemple de gens comme Koselleck, qui a travaillé sur les concepts, l'évolution de la langue politique essentiellement en Allemagne entre 1750 et 1850, mais d'autres ont fait la même chose sur la France. On voit que le vocabulaire change. Et par exemple que liberté désigne de moins en moins des privilèges urbains, les libertés du commerce, les libertés de telle ou telle ville, des micro-privilèges pour désigner de plus en plus une abstraction, la liberté en général. Même chose pour res publica, république, qui perd, sauf exception, par exemple dans certains dictionnaires espagnols ou dans certains dictionnaires italiens de la première moitié du 19e, mais en gros, république perd son sens de toute forme de gouvernement, y compris donc de gouvernement monarchique ou aristocratique qui pouvait être qualifié de république. La république royale, la république monarchique, pour Bodin, la monarchie est une république. La république peut... Et petit à petit, à ce moment-là, république prend de plus en plus le sens étroit qui est encore le nôtre de gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, à l'exclusion des autres. À l'exclusion, donc se rapproche beaucoup de démocratie et finit par exclure l'idée d'un gouvernement oligarchique, aristocratique ou monarchique. Et donc, c'est vrai qu'on va assister à un moment où, entre la diffusion de ces nouvelles idées politiques, ces nouvelles manières de penser la politique, autour des idées de loi naturelle, de souveraineté du peuple, d'institutions représentatives, on va assister à une transformation de l'iconographie politique. Voilà, de l'iconographie politique, et c'est ça que nous avons voulu montrer. Et nous avons voulu montrer qu'il y a un tournant très important, même si il y a des traditions d'iconographie politique des républiques urbaines bien avant cette fin du XVIIIe siècle et début du XIXe siècle. Il y a, tout le monde les connaît, les fresques du bon gouvernement à Sienne, des gravures ou des peintures sur le gouvernement vénitien, ou par exemple la République, la ville libre de Nuremberg, présentée comme res publica, entourée des allégories. Mais il y a bien un tournant à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle. Et ce tournant, nous avons décidé de le suivre dans une approche comparatiste, voilà, interdisciplinaire, entre histoire des idées politiques et histoire de l'art,
Donc il y a un partage parfait, une parité parfaite, hommes-femmes, et historiens des idées politiques, historiens de l'art. Donc après l'histoire des idées politiques, vous aurez enfin les choses sérieuses avec l'histoire de l'art. Et puis il y a une parité aussi sur les espaces que nous allons envisager. Nous allons parler de l'Europe, de la France, peut-être un petit mot sur la Suisse, et puis aussi de l'Amérique latine, et notamment nous allons parler du Mexique. Alors je voudrais peut-être donner un exemple. Malheureusement, je n'arrive pas à trouver l'image que je voulais montrer, mais je vais vous la décrire. Je ne vais pas la mimer, mais je vais décrire cette image que je voulais vous montrer. C'est une gravure de 1848, assez connue, mais qui a souvent été mal commentée. Et on la présente comme une présentation de la République au peuple. En fait, ça représente une Marianne à côté d'un trône, et sur le trône, on voit poser à la place d'un souverain ou à la place d'un prince absent, on voit poser un exemplaire de la Constitution. Il y a écrit Constitution, un livre, Constitution. La République, Marianne, se tourne, montre d'un côté la Constitution, mais s'adresse au peuple, il y a le peuple rassemblé en bas, et le met en garde en disant « Attention ». Elle montre que le vrai lieu de la légitimité n'est pas sur le trône, où il y aurait une substitution entre la Constitution et le prince. La Constitution prendrait la place du prince absent avec la Révolution. Elle montre, non, que la légitimité politique vient de ce qu'il y a à côté d'elle, une urne où il y a écrit suffrage universel. Ça résume peut-être un peu notre propos, il me semble, c'est-à-dire d'abord la désincorporation de la souveraineté, de la représentation du pouvoir. Une longue tradition d'iconographie politique du Moyen-Âge, de l'Antiquité, du Moyen-Âge, de l'époque moderne, pouvait penser représenter le pouvoir, l'exercice du pouvoir, la souveraineté, en faisant le portrait du prince. Le prince était l'incarnation visible de la souveraineté. On le voit très bien, par exemple, dans le frontispice du livre de Thomas Hobbes sur le Léviathan. On peut représenter la souveraineté par un corps de géant fait du corps de ses sujets. Ça ne posait aucun problème. Avec la Révolution américaine, avec la Révolution française, avec la révolution démocratique de la première moitié du XIXe siècle, représenter la souveraineté du peuple est une chose plus compliquée. Qu'est-ce qu'on va représenter? Est-ce qu'on va représenter une foule avec des petits personnages, et en estimant qu'en ayant représenté beaucoup de personnages, on aura représenté le peuple? Ce qui me fait penser à une question. Un jour, d'un de mes étudiants, il m'a demandé à partir de combien de personnes on pouvait dire qu'il y a une foule. À partir de combien de riz? J'ai un tas de riz, un grain de riz. Il n'y a pas de réponse à cette question. Donc, est-ce qu'il suffit de représenter beaucoup de personnages pour avoir représenté le peuple, comme dans ce tableau, le quatrième État, qui servait d'affiche pour le film Novecento, où on voit une foule en marche, et on dit que c'est une des premières grandes représentations des soulèvements populaires? Ou est-ce qu'on va représenter le résultat de la souveraineté populaire? On va représenter une urne, on va représenter des bulletins de vote. Il y a beaucoup d'illustrations suisses, par exemple, qui représentent la Confédération entourée de deux urnes avec le résultat des votations. Oui, combien de non? Le nombre de voix pour montrer la souveraineté populaire dans le grand nombre de voix qui sont exprimées. Ou est-ce qu'on va représenter la souveraineté du peuple à travers des allégories? Celle que je viens de mentionner, par exemple le trône vide remplacé par la Constitution, ou par des colonnes au sommet duquel on verrait la liberté ou la justice, ou une allégorie de la nation, ou une allégorie de la charité. Et donc c'est un peu ça notre propos, c'est d'essayer de comprendre quels sont les liens qui se tissent entre ces bouleversements politiques de la fin du XVIIIe et du XIXe siècle et les bouleversements esthétiques, et notamment une transformation de l'iconographie politique liée à la nature particulière du régime républicain. Peut-être qu'on pourra remontrer, entre-temps je retrouverai peut-être ma photo formidable, avec le trône vide, mais peut-être on peut commencer la discussion comme ça, de donner la parole les uns aux autres. Je crois qu'on avait imaginé de commencer par Priscilla, qui va nous parler du Mexique et des premières images liées à cette question au Mexique entre 1810 et 1822. Bon, bonjour à tous. Merci d'être venus. Je suis également très honorée d'être dans cette salle très très belle. Et donc, pour commencer cette table ronde, je voudrais introduire quelques lignes comparatives avec le Mexique. Et bon, pour ceux qui ne sont pas vraiment familiarisés avec l'histoire du Mexique,
Et au début du 19e siècle, l'événement le plus important, c'était l'indépendance du Mexique. Le Mexique a commencé le procès d'indépendance en 1810. Et bon, je vais vous parler un peu sur les iconographies qui étaient mobilisées pendant le mouvement d'indépendance, puis quelles ont été un peu les grammaires visuelles, les vocabulaires, les langages artistiques qui ont été présents dans ce mouvement, et puis comment est-ce qu'on peut trouver déjà l'annonce, la figuration du peuple, de la nation. Bon, d'abord, l'indépendance a été un mouvement populaire, il n'était pas militaire quand il a commencé. Vous voyez à gauche l'image de Miguel Hidalgo, qui est considéré le père de l'indépendance. Il a utilisé cet étendard pour mobiliser les gens. C'est un étendard de la Vierge de Guadeloupe. C'est la Vierge la plus populaire du Mexique, comme vous le savez sûrement. Et donc, la Vierge de Guadeloupe était la première figuration de la nation. Elle identifiée avec la liberté. Et donc, les images de la nation, de cette nouvelle nation, évoquent la religion catholique comme la religion officielle. Ça, il me semble que c'est une rupture avec déjà la Révolution française. C'est une relation intéressante entre le Mexique, parce que le Mexique n'a jamais rompu avec la religion catholique lorsqu'elle a créé la nation. Puis le premier document de l'indépendance, les principaux, ceux qui sont plus connus, sont deux documents. Le Sentiment de la nation, c'est un texte politique très important, influencé par la Révolution française, l'indépendance des États-Unis et la Constitution de Cádiz en Espagne. Et puis la Constitution de Apatzingán, qui était la toute première constitution du Mexique, qui a déjà un peu l'esprit républicain. Et donc tous les deux documents ont 4 principes. Et le premier, c'est que la religion catholique est la seule religion reconnue. L'Amérique est libre et indépendante de l'Espagne et de toute autre nation, parce que d'abord, le Mexique ne s'appelait pas Mexique, le nom du pays était l'Amérique. Et puis la division des pouvoirs et la souveraineté qui appartient au peuple. Donc ces deux documents ont déjà un esprit républicain qui n'a jamais cassé, rompu avec la religion catholique. Puis, quand le mouvement d'indépendance se consolide, Hidalgo est mort, et puis José María Morelos, il reprend la lutte. Il est très attiré par les emblèmes indigènes. Il crée un conseil qui s'appelle la Junta de Zitácuaro, et il prend comme emblème l'écusson d'armes de la ville de Mexico. C'était l'écusson donné par Charles V. Et on voit dans cet écu une image de l'aigle. Cette image de l'aigle est très ancienne. Elle vient de la fondation de la ville de Tenochtitlan, qui était l'ancien nom de la ville de Mexico. Donc il reprend ce symbole avec une intention de se rapprocher aux racines du peuple aztèque. Et puis on voit l'aigle qui est début sur un château hispanique. Donc on voit déjà la synthèse entre l'héritage hispanique et la symbologie indigène. Donc on voit déjà une deuxième grammaire visuelle, que c'est justement cet imaginaire aztèque. Puis une troisième généalogie visuelle sont les iconographies de la Révolution française, qui sont présentes à plusieurs supports, et notamment dans la peinture, les arts décoratifs, les monnaies, etc. Ici, je vous présente, je ne sais pas si elle se voit bien, oui, c'est une peinture au musée de la maison de Miguel Hidalgo, où on voit une allégorie de la patrie qui est couronnée avec une couronne de laurier et un bonnet phrygien. On voit cette allégorie très souvent dans la peinture, mais aussi à plusieurs supports, comme je vous disais. Là, on voit un étui qui se trouve au musée d'histoire, et puis des monnaies. Tout le 19e siècle, on voit des monnaies qui portent le bonnet phrygien. Puis, un personnage qui a beaucoup promouvé les images relatives à la nation a été Agustín de Iturbide. Agustín de Iturbide est le premier gouverneur du Mexique indépendant.
il a formé une armée qu'il a nommée l'armée des trois garanties. Les trois garanties, en fait, étaient la religion catholique, l'unité des créoles et l'indépendance de l'Espagne. Il rentre à la ville de Mexico en 1821 et se déclare empereur. Donc le tout premier gouvernement du Mexique était un empire. C'était une monarchie constitutionnelle. Iturbide, en fait, il était fasciné par la figure de Napoléon. Il a commandé plusieurs peintures où il se fait montrer comme Napoléon. Là, vous voyez une peinture qui vous rappelle peut-être les secrets de Napoléon, de Jacques-Louis David. Donc, il y a plusieurs peintures où il se fait montrer comme le héros de la scène, entouré par des allégories, par des figures de la mythologie. Et donc, il était un grand promoteur, un grand propagandiste de son image, et toujours avec des allusions à la Révolution française. Puis il a créé aussi plusieurs cérémonies pour fêter le nouveau pays. Et là, on voit quelques images du peuple déjà, mais c'est le peuple qui soutient l'empereur, qui sont des aristocrates, des représentants de l'Église, et puis quelques gens du peuple, quelques gens de peu foncés, on ne les voit pas bien, mais bon, il y a plusieurs peintures similaires déjà qui commencent à devenir populaires. On voit par la première fois les gens qui se manifestent, qui sont dans la rue, qui participent au nouveau gouvernement. Il faut dire que la plupart de ces peintures n'ont pas été faites dans l'académie. À l'époque, l'académie de San Carlos était l'institution vertébrale de la production artistique, mais l'académie de San Carlos n'a pas été sympathique avec l'indépendance, parce que c'était une institution très conservatrice qui était fondée par la couronne espagnole, donc elle n'a pas été impliquée dans la production d'images sur l'indépendance. C'est un phénomène aussi qui me semble intéressant. Mais quand le gouvernement mais il y a eu quelques artistes quand même qui partageaient les idées de l'indépendance, notamment Pedro Patiño Ixtolinque, qui était un sculpteur métis. Et il est connu par les allégories de l'Amérique, par exemple, comme vous voyez, cette sculpture, elle est très très connue. Je peux mentionner d'autres, on peut revenir tout à l'heure si vous voulez. Mais en fait, l'Académie n'a pas vraiment été impliquée. C'est justement quelques artistes exceptionnels. Et puis finalement, le gouvernement de Iturbide ne dure pas longtemps, il dure une année seulement. Le gouvernement qui se déclare, c'est la République. Ça, vous voyez la couvercle de la Constitution fédérale des États-Unis mexicains en 1824. On voit déjà une synthèse entre l'aigle qui est début d'un cactus, qui est couronné par le bonnet phrygien. Ça, c'est le tout premier symbole qui trace l'ouverture de la République. Donc, juste pour terminer, je vois que les premières allégories qui représentent la nation sont des allégories. On ne voit pas de figuration de peuple comme tel. On est toujours au niveau symbolique. On peut apprécier 4 une grammaire visuelle qui sont déjà la généalogie catholique, l'iconographie de la Révolution française, le symbole préhispanique et la mythologie gréco-latine qui est aussi présente. Donc on peut discuter, je pense, pour cette table ronde, le rôle de hybridation, de s'appropriation, de transférence. Donc je laisse comme ça et je vous remercie de votre attention. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais à mon tour donc prendre la parole. Je voudrais en préambule aussi situer un tout petit peu nos travaux dans un double cadre institutionnel, puisque cela fait 1 an que nous avons commencé à travailler sur ces questions d'esthétique et de République ou d'iconographie politique de la République. Nous l'avons fait dans le cadre d'un séminaire qui associe le Centre des études républicaines et le 3e cycle de l'École du Louvre. Un séminaire qui était dans une première année, dans une phase
on pourrait dire expérimentale, qui correspondait aussi plus généralement à l'installation de nouveaux séminaires à l'école du Louvre, dans le 3e cycle, dont j'ai la responsabilité. À côté de ce séminaire, nous avons un séminaire de génétique de la création artistique. Nous envisageons de créer un séminaire sur la présence des œuvres extra-occidentales dans les musées de région. Et il y a ce séminaire d'esthétique et république qui correspond en tout cas à une sorte de philosophie générale qui a été fixée par la directrice de l'école, Claire Barbillon, qui consiste à essayer d'avoir des thèmes transversaux qui permettent de mêler dans nos séminaires des étudiants qui travaillent sur des périodes différentes, sur des champs, des domaines géographiques très différents, des époques distinctes. Bref, c'est de manière assez idéale que ce séminaire a pu trouver une place dans notre programmation. Alors là, aujourd'hui, je vais vous parler d'une question sous une forme très esquissée qui m'intéresse depuis quelque temps, à laquelle je suis venu un petit peu par hasard en travaillant sur Ingres. Le lien n'est pas forcément évident au départ, mais j'essaierai de montrer comment j'en suis venu à m'intéresser à des questions d'iconographie de la charité conçues, construites comme des allégories politiques, des images de la charité ou plus généralement des images d'allaitement maternel qui se mettent à proliférer à la fin du XVIIIe siècle, puis dans la première moitié du XIXe siècle, comme jusque dans cette image, cette peinture que vous connaissez tous, je l'imagine, puisqu'il s'agit d'une représentation de la République par Honoré Daumier. Bon. Je partirai donc de cette peinture très célèbre, de cette allégorie, en travaillant en quelque sorte à rebours et en remontant d'une manière un peu généalogique vers des images plus anciennes dans lesquelles la dimension politique de la charité ou même de l'allaitement maternel était déjà en quelque sorte en germe ou déjà préconstruite. C'est une image qui, d'une certaine manière, cristallise au milieu du XIXe siècle tout un univers de construction figurée dans lesquels se mêle un rôle familial bien précis, qui est celui de l'allaitement, de la maternité, et la construction d'abstractions politiques. Cette peinture représente, on le voit, une femme un peu forte, un peu plantureuse, si on peut dire, en tout cas charpentée, qui offre sa poitrine à 2 enfants que l'on voit ici de dos. Elle est coiffée d'un bonnet phrygien et elle tient fermement avec sa main et son bras un drapeau tricolore. Il y a un 3e enfant qui est penché sur un livre et qui est assis à ses pieds. Bon. C'est une image, une peinture très célèbre dont on connaît bien les conditions de la commande. La République a été proclamée le 24 février 1848 et un appel a été lancé aux artistes avec un concours qui est ouvert le 14 mars. Un concours qui doit servir à trouver la figure peinte de la République, comme l'indique le programme. Les candidats donc présentent une esquisse, l'ensemble étant exposé assez vite à l'École des Beaux-Arts du 5 au 8 avril 1848. Il y eut en fait 700 artistes qui présentèrent une œuvre à ce concours, parmi lesquels donc Honoré Daumier. Daumier qui était quasiment inconnu à ce moment, si ce n'est par quelques lecteurs des journaux dans lesquels il glissait des caricatures, et Daumier qui fut, à l'occasion de ce concours, classé 11e, ce qui lui permettait en principe de participer à la finale du concours. Mais on le sait, il renonça. Pourtant, l'œuvre s'est imposée au fil du temps comme une des allégories les plus marquantes pour cette période et pour la République qui est instaurée à ce moment, une allégorie qui est susceptible non seulement de donner une image de la République, mais aussi de la loi, du droit. J'en veux pour preuve, en tout cas, quand j'étais étudiant en droit, le livre que j'avais dans lequel il y avait une anthologie des constitutions françaises, chez Garnier-Flammarion, avait pour illustration, en couverture, le tableau de Daumier. Alors, ce n'est évidemment pas la seule image politique célèbre de Daumier. Je vous en montre quelques-unes à la suite de celle-ci. Ah, en
peut pas les... Alors ici, une caricature célèbre de la monarchie, ici sous la forme d'un être gargantuesque qui se nourrit de tous les biens, de tous les produits qui sont produits par la nation. Il y a une autre caricature célèbre, la sangsue, ou les sangsues, pardon, qui est une variante, on pourrait dire que c'est une variante critique de l'image de la République, puisqu'on y voit, on va la voir. Oui, merci pour toutes ces manipulations. On y voit la France qui est épuisée par des créatures monstrueuses qui viennent se nourrir de sa substance. Une autre image qu'on peut voir maintenant, c'est une Marianne qui vient chasser des ministres corrompus et apeurés. Bref, on connaît tout cet univers de caricatures politiques chez Daumier qui entoure en quelque sorte l'allégorie de la République. Je voudrais maintenant revenir à l'image de la République dont il est question et parler des antécédents qu'il est utile, me semble-t-il, d'analyser, qui permettent de comprendre la signification de l'allégorie conçue par Daumier. Tout d'abord, Daumier avait probablement en tête un des tableaux les plus remarqués du salon de 1846, c'est La Charité universelle d'Alexandre Lemlein, un tableau qui est au musée des Beaux-Arts de Caen, et que l'on peut voir actuellement au musée d'Orsay dans l'exposition sur le modèle noir. C'est une œuvre dont Baudelaire parle d'ailleurs dans son salon de 1846, en évoquant cette charmante femme qui tient par la main et porte suspendu à son sein des marmots de tout climat, blanc, jaune, noir, comme l'écrit Baudelaire. C'est donc une charité ici qui en même temps s'écarte du motif iconographique courant qui veut que la jeune femme représentée allaite un ou plusieurs nourrissons. Le modèle le plus fameux pour cette iconographie et que les critiques de Daumier citent presque systématiquement est celui d'Andrea del Sarto et de sa charité célébrissime du musée du Louvre. Pour autant, il serait sans doute réducteur de rester à une simple question de reprise iconographique pour analyser l'image de Daumier, la peinture de Daumier, son allégorie de la République. Il est en effet un univers beaucoup plus large d'images politiques dans lesquelles, de la fin du XVIIIe siècle jusqu'au milieu du XIXe siècle, le motif du sein maternel et de l'allaitement sert à figurer toute une variété de communautés politiques, parmi lesquelles figure évidemment la République. Je vous propose de voir maintenant, très rapidement, et d'une manière encore une fois très esquissée, quelques-unes de ces images en allant à quelque sorte à rebours des plus proches de Daumier aux plus éloignés de Daumier, chronologiquement au XVIIIe siècle. Alors, évidemment, mes réflexions, je les fais dans le prolongement de travaux très importants qui, depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, ont exploré tout cet imaginaire. Je cite un peu pêle-mêle les travaux de Gall Ventura sur le lait maternel dans l'art français du XIXe siècle, ceux qui couvrent une période beaucoup plus large à partir de la Renaissance d'Ulrich Pfisterer sur ce qu'il appelle le nutriment artistique. Il y a aussi essentiel pour moi les travaux de Carol Duncan sur les désordres familiaux à la fin du XVIIIe siècle, les mères heureuses et les pères déchus, un article célèbre et qui est très, très, très souvent cité par les spécialistes de la fin du XVIIIe siècle. Enfin aussi, il y a les travaux de l'historienne américaine Lynn Hunt sur le roman familial de la Révolution française, qui est aussi un texte tout à fait fondateur et qui permet de voir comment la question familiale et la question politique sont deux choses qui sont intimement articulées, étroitement articulées à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle. La société, c'est une famille élargie. La famille, c'est un corps politique, pour résumer ce que ces travaux tendent à montrer. Alors, si on doit partir à rebours pour montrer combien il y a une imagerie, effectivement, du sein maternel, du corps féminin, de l'allaitement, on pourrait convoquer de multiples exemples. Il y a évidemment la liberté guidant le peuple, mais ce n'est peut-être pas l'exemple qui nous permet le mieux de construire ce rôle maternel. Il y a ensuite l'enlèvement des Sabines. Et là, je voudrais juste faire référence aux travaux d'Eva Layer-Burchardt qui, me semble-t-il, ont
montrer d'une manière très très précise combien cette question du rôle maternel en réalité est centrale et fondamentale pour comprendre la signification de cette peinture qui évidemment, comme tout le monde le sait, est une peinture de concorde politique. C'est une peinture de réconciliation civile, de concorde politique, et qui en même temps donne un grand rôle au personnage d'Ercili, au centre, et plus généralement à ce groupe de femmes qui sont en quelque sorte groupées au milieu de la composition. Il y a cette figure féminine que l'on va voir qui essaye de... Alors, parmi les modèles que l'on a souvent cités pour Ercili, il y a les figures d'Amazone. Ici, vous voyez une des sculptures du Louvre, mais ce n'est sans doute pas le modèle qui est le plus évident, le plus prégnant pour David. Il suffit pour cela de voir les différentes figures féminines telles qu'elles sont montrées. Ici, on voit tout de suite l'importance qui est donnée à la poitrine de ce personnage féminin. Le personnage d'Ercili, qu'on va voir ici, est intéressant et Eva Layer-Burchardt le montre très bien. En fait, il faut évidemment associer le petit groupe des enfants et la figure d'Ercili, avec cet enfant qui lève sa main vers cette figure d'autorité maternelle ou féminine. Et Layer-Burchardt a très bien montré, et on le voit à partir des esquisses que David réalise à ce moment pour représenter ces personnages, ce qu'ils doivent en fait à Romulus et Rémus, la célèbre statue antique, la célèbre statue romaine, qui est évidemment une image politique et en même temps une image maternelle d'un enfant qui se penche vers les mamelles de la louve romaine. Là, évidemment, chez David, on voit combien la genèse même des Sabines contient en quelque sorte cette construction à la fois familiale et politique à travers la question de l'allaitement. Je pourrais... Alors évidemment, là, ici, le détail d'Ercili qui montre combien aussi, d'un point de vue visuel, d'un point de vue plastique, la poitrine de ce personnage féminin est mise en avant dans la composition. La chose est évidemment très manifeste. Bon. Tout cet univers, je n'ai pas besoin de le dire, est un univers qui est largement déterminé par la philosophie et les écrits de Rousseau, et notamment l'Émile, qui est un des textes les plus lus, comme on le sait, à la fin du XVIIIe siècle, et qui inspire beaucoup les révolutionnaires dans les constructions qu'ils font de la famille comme corps politique. En même temps, on pourrait citer, là ici vous avez un des exemplaires de l'Émile de Rousseau. Cet univers rousseauiste, il est très important à ce moment et il a toutes sortes de traductions dans l'iconographie. Là aussi, je renvoie aux travaux de Carol Duncan. Je pourrais donner comme illustration une gravure de François-André Vincent, ici, où l'on voit une cellule familiale où finalement le rôle maternel est endossé non seulement par la mère de cet enfant, mais par le père aussi, qui est plein d'attention pour son enfant. Il y a une profonde mutation iconographique à la fin du XVIIIe siècle qui montre combien sont diffusées ces idées de Rousseau dans l'imagerie. Il y a aussi à la période révolutionnaire une peinture célèbre qui représente Camille Desmoulins et sa famille, qui montre là aussi une redéfinition, une reconstruction des rôles familiaux. En même temps, ça c'est tout un pan de l'iconographie, il y en a un autre qui concerne plus directement la chose politique, des images dans lesquelles, qui mettent en scène des femmes qui offrent leur sein et qui prolifèrent à la fin du XVIIIe siècle et autour de 1800, et qui ont une signification proprement politique sur laquelle je voudrais revenir rapidement. C'est tout un domaine iconographique qui, cette fois, a été étudié par Robert Rosenblum dans un article fameux publié en 1972 qui s'appelle Caritas Romana, mais qui déborde le champ des charités romaines, on va le voir, et qui montre qu'il y a une sorte d'iconographie romantique autour de la charité et de l'allaitement. Il parle de lactation romantique. Robert Rosenblum, évidemment, là je vais à grands traits reprendre la thèse de Rosenblum, qui montre qu'il y a en gros deux sujets qui, à ce moment-là, captivent en quelque sorte les peintres, qui présentent des peintures au salon représentant ces thèmes. Il y a les charités romaines, je vais y venir, mais il y a surtout les charités indiennes.
Les charités indiennes qui reprennent des histoires, notamment celle racontée par Marmontel, qui raconte l'histoire d'une indienne dont l'enfant est mort, et cette indienne continue à presser son sein sur la tombe de son enfant pour continuer à le nourrir. Ce qui montrerait combien des sociétés étrangères, loin de la nôtre, sont des sociétés dans lesquelles une sorte d'amour maternel, d'amour parental, peut littéralement traverser le temps au-delà de la mort des personnes chéries. Bon. Ici, on voit une peinture de Jean-Jacques Le Barbier qui représente ce thème. Ce thème peut être également décliné sous une forme un petit peu différente, qui est celle de la maladie de Las Casas. C'est une synthèse entre les charités indiennes et les charités romaines, où l'on voit l'écrivain être allaité par une indienne qui penche son sein sur ce vieillard qui est alité. Je crois que j'ai une autre version ici par Louis Hersan de la maladie de Las Casas. Tout cela, évidemment, avait une souche dans des charités romaines, qui est un thème beaucoup plus ancien, qui n'a pas forcément une portée politique immédiate. Il y en a beaucoup de charités romaines au XVIIe siècle. Je vais en montrer une très rapidement, une sculpture ici de 1682 de Cornu, qui représente une charité romaine. On voit en prison, dans un cachot, un vieillard être nourri par une jeune femme. Il y a ensuite une œuvre qui est très connue, qui est une peinture de Jean-Jacques Bachelier, qui est un prix de Rome. Nous sommes là dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, qui représente là aussi une charité romaine. C'est une œuvre qui est dans la collection, comme beaucoup de prix de Rome, de l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris. C'est la dernière image que je voulais vous montrer, dans une espèce de fresque à rebours, en remontant le temps, en quelque sorte, pour voir comment il y a tout un domaine, tout un champ iconographique qui montre des femmes fortes, des femmes qui allaitent des enfants, des personnes plus âgées, qui a pris au fil du temps une véritable consistance politique. Quel est le lien avec Ingres ? Je le dirai juste en passant, à la fin de ma présentation. En fait, Ingres a toujours été fasciné par ces images. On peut en trouver dans le fond à Montauban des dessins comme celui-ci, qui représente une charité romaine un peu caricaturale. Plus généralement, Ingres ne séparait pas la question de la souveraineté de l'artiste, notamment d'une figure comme Raphaël, de cette question de l'allaitement. Il était fasciné, en fait, Ingres, par les histoires que raconte Vasari, dans lesquelles Vasari place la vocation de Raphaël sous le signe de l'amour maternel, l'amour de la mère de Raphaël, qu'il aurait gardé longtemps avec elle et contre son sein. C'est ce que Vasari explique au début de la vie de Raphaël. Il y a la vie aussi de Michel-Ange. Vasari nous raconte que finalement, si Michel-Ange est devenu un grand artiste, c'est qu'il a en quelque sorte sucé le lait de l'art par sa nourrice, qui était la fille d'un tailleur de marbre. On voit qu'il y a à cette époque, au XIXe siècle, au début du XIXe siècle et à la fin du XVIIIe siècle, tout un imaginaire artistique, vocationnel, de souveraineté de l'artiste ou de souveraineté politique qui investit d'une manière très forte et souvent très subtile cette question de l'amour maternel et de l'allaitement des enfants. Je vous remercie pour votre attention. Alors, moi, je voudrais revenir sur le contexte en fait qu'évoquait François René au début de sa prise de parole sur la Révolution et la République de 1848, donc la Deuxième République. Et dans mes travaux, je m'intéresse à la question suivante. Est-ce qu'il existe un art républicain au milieu du 19e siècle, autour de 48 ? Parce qu'on a une idée de l'art révolutionnaire et de l'art républicain de 1789. On sait également comment la Troisième République a été pourvoyeuse notamment de grands décors républicains urbains. Mais pour la Seconde République, la question est plus épineuse et elle est aussi particulièrement intéressante dans le contexte d'un festival ayant pour thème le peuple, dans la mesure où les premiers mois de 1848, juste après la Révolution de février, voit l'installation d'une république sociale.
Alors c'est une question qui a été étudiée notamment par T.J. Clark dès 1973 dans un chapitre de son ouvrage Le bourgeois absolu, où il conclut à l'échec d'un art républicain pour d'innombrables raisons. Il y a bien sûr d'abord l'échec du concours de 1848, où je vous ai montré un certain nombre d'images à la fois en peinture et en sculpture. La République se cherche une image d'elle-même, mais en réalité échoue à se réinventer, et la plupart des artistes proposent des versions allégoriques qui ne correspondaient pas aux aspirations esthétiques du temps, ce qui fait que le concours va être finalement annulé. Il y a aussi un autre échec disons d'un art républicain en 1948, l'inachèvement de la grande toile de Thomas Couture, l'enrôlement des volontaires de 1792, ou encore l'échec du grand décor de Chenavard pour le Panthéon. Donc un certain nombre, disons, d'échecs de cet art républicain que T.J. Clark explique par une confusion totale du bureau de l'administration des Beaux-Arts qui aurait empêché le développement d'un art républicain que T.J. Clark préfère donc trouver dans l'après-48, comme s'il y avait eu un art républicain plutôt après, sous le Second Empire en réalité, chez Daumier, chez Millet et chez Baudelaire. Donc ça c'est le premier élément, l'art républicain n'existerait qu'après 1948. T.J. Clark est critiqué en cela par Pierre Vess, puisque pour lui, pour conclure à un échec, il faudrait qu'il y ait eu un objectif délibéré de créer un art républicain. Mais pour Vess, la question d'un art républicain ne se pose tout simplement pas, c'est une fausse piste. Il faudrait plutôt observer une influence de la République sur la condition sociale des artistes et le reflet du suffrage universel dans les revendications en faveur d'un jury du salon qui soit démocratiquement élu. En revanche, on ne peut pas parler, selon lui, d'un art républicain dans les œuvres d'art elles-mêmes. Cependant, Neil McWilliam a étudié dans un livre fondamental paru en 1993, donc Rêve de bonheur, les théories politiques ou idéologies radicales des années 1830 et 1840, qui sont fondamentales en soi pour la période romantique, mais qui surtout ont imaginé des systèmes politiques qui englobaient l'art et la création de manière tout à fait inédite. Il s'agit des Saint-Simoniens, des positivistes, de Leroux, de Buchet et des buchésiens, de Fourier et des fouriéristes, de Cabet et des cabettistes. Et toutes ces théories étaient très connues et ont eu une importance pour les artistes et dans le monde de l'art qui est vraiment bien donc, étudiée dans ce livre de Neil McWilliam. On peut en voir un certain nombre dans cette caricature de Bertal intitulée « Les doctrines socialistes » où Fourier, Proudhon, Leroux, Louis Blanc, Cabet sont réunis autour d'un célèbre arracheur de dents et du brigand de mélodrame Robert Macaire. Ils sont donc présentés comme des charlatans. Je voudrais en particulier m'intéresser à Pierre Leroux, donc philosophe qui a fondé le Globe très tôt, en 1824, à l'âge de 27 ans, puis qui va se détacher du libéralisme bourgeois sous la monarchie de Juillet et se rapprocher alors des Saint-Simoniens pendant 1 an, tout en conservant, et c'est très important, son attachement à la démocratie. Dans les années 1830, il va donc s'éloigner des Saint-Simoniens en raison de son attachement à la démocratie et développer sa propre philosophie, l'humanitarisme. Il crée un système de pensée qui cherche à concilier liberté individuelle et organisation sociale, et surtout, il ne dissocie pas l'esthétique de ses recherches philosophiques. Il aborde les questions artistiques dans une approche qui associe art et sentiment. Ses écrits suscitent un intérêt considérable chez les artistes et chez les intellectuels, notamment chez George Sand et Théophile Thoré, qui, sur la caricature de Bertal, entourent Leroux, mais aussi David d'Angers ou encore Courbet. Donc, on voit avec son chapeau Théophile Thoré à côté de Pierre Leroux ébouriffé. Thoré, donc critique d'art de la monarchie de Juillet, se fait en fait le médiateur des idées de Pierre Leroux dans l'art, en particulier de l'idée que le rôle de l'artiste n'est pas d'être didactique, n'est pas de véhiculer des thèses, mais de se servir du sentiment pour construire une passerelle entre les individus.
Ainsi, l'art n'est pas appelé à être social dans son contenu, mais à avoir une fonction sociale. Il faut insister donc sur l'importance de la figure du critique républicain et socialiste qui introduit dans la critique d'art des idées politiques. Donc on peut citer, outre Thoré, Gabriel Laviron, Maurice Alexandre Decamps, qui se lance dans la critique d'art dans les années 1830. Il y a aussi, à la décennie suivante, Prosper Haussard, Charles Blanc, Eugène Pelletan, qui est à tendance fourriériste, et à la fin de la monarchie de Juillet, Paul Mans ou Champfleury, qui sera le porte-voix du réalisme. Tous ces critiques sont des médiateurs qui m'intéressent en tant qu'ils sont à la croisée du monde de l'art et du monde politique, et ils transfèrent et adaptent le discours, le langage, mais surtout les idées politiques dans le champ de l'art. Ainsi, la théorie politique est reflétée et surtout, elle sert de socle de valeur pour juger les productions artistiques. C'est un phénomène qui, selon moi, est très important et intéressant pour comprendre l'art et sa réception dans les années 1830 et 1840. Ainsi, il ne faut pas envisager le rapport entre art et politique ou entre esthétique et république comme le ralliement des peintres et des sculpteurs à des groupes politiques. C'est même plutôt l'inverse. Je parle d'une lecture politique d'œuvres de la période qui sont interprétées par des critiques, théoriciens, hommes politiques, qui sont formés à la théorie politique. Et souvent, ils utilisent des concepts abstraits auxquels les artistes auraient toutes les difficultés à donner une forme précise. Donc c'est vraiment des œuvres qui sont investies d'un contenu politique par des critiques et non pas des artistes qui créent consciemment un art républicain. Je voudrais montrer donc comment cette esthétique républicaine, et du coup j'insiste sur le mot esthétique républicaine et non pas art républicain, s'incarne dans le paysage au milieu du XIXe siècle et en particulier chez Théodore Rousseau. Je pense qu'on pourra aussi revenir là-dessus sur cette désincorporation de l'image de la République. Donc pourquoi le paysage ? Pourquoi Théodore Rousseau ? D'abord, la prééminence du paysage à la fin des années 1840 est exprimée par l'ensemble de la critique, qu'il soit républicain ou qu'elle soit républicaine ou non, et ce serait même, si l'on en croit les comptes rendus de salon de la fin des années 40, la seule peinture acceptable, période pendant laquelle, donc à la fin des années 40, période pendant laquelle le salon est envahi par la peinture médiocre et par un avilissement du romantisme, voire par l'art pour l'art. D'autre part, la Deuxième République va redoubler d'efforts en faveur du paysage. Parmi ses remèdes face au constat d'une faillite de l'art, Charles Blanc, ministre des Beaux-Arts donc de 1848 à 1852, aura pour objectif de favoriser la peinture de genre et la peinture de paysage. Et donc, par exemple, au salon de 1848, 43 prix sont décernés à des paysages contre 15 à des peintures d'histoire, ce qui montre vraiment un renversement de cette hiérarchie des genres qui mettait la peinture historique au premier plan. En 1849 et en 1850, les paysages se hissent au deuxième rang des achats nationaux d'œuvres d'art. Et enfin et surtout, au salon de 1849, on peut voir le grand retour de Théodore Rousseau, donc cet artiste paysagiste, avec 3 tableaux, dont une avenue forêt de l'Isle-Adam, qui est ce tableau conservé au musée d'Orsay, grâce à un jury plus libéral. Cela correspond à un très grand changement de cap dans la réception de Rousseau, qui était devenu l'archétype sous la monarchie de Juillet de l'artiste victime du jury, le grand refusé. Ces toiles, en effet, furent refusées à tous les salons de 1836 à 1841, créant une polémique culminant en 1841, puisque l'allée des Châtaigniers avait été rejetée par le jury, alors même qu'elle avait été achetée par l'État en 1840. Donc à la suite de ce refus humiliant, Rousseau avait décidé de ne plus rien présenter au salon, et en effet, il n'en voit plus rien de 1841 à 1849. Il n'envoie pas même d'œuvre au salon de 1848. Donc cela va causer un vide critique autour de Théodore Rousseau, mais ce qui m'intéresse, c'est que des critiques d'art vont continuer à commenter son œuvre, qui pouvait être vue en de très rares occasions, et à regretter son absence au salon, à faire en sorte que Rousseau ne tombe pas dans l'oubli. Et si on se penche sur l'identité de ces critiques, on remarque qu'il s'agit essentiellement de critiques républicains, en particulier Thoré et Laviron.
Théophile Thoré va d'ailleurs même ouvrir son salon de 1844 par une lettre ouverte, une très longue lettre ouverte à Théodore Rousseau, ce qui n'est pas un acte anodin étant donné que Rousseau n'était même pas présent au salon. Selon moi, il y a 3 raisons à cette préférence pour Rousseau et le paysage. La première concerne le rapport panthéiste à la nature, la seconde concernerait le choix des sujets, et la troisième, la forme. Donc je vais rapidement tenter de l'expliquer. D'abord, pour les républicains, donc je cite encore des noms, donc Thoré, mais aussi Charles Blanc, Paul de Flotte ou Laverdan, c'est dans la nature que s'exprime l'unité panthéiste de l'univers, et en cela, la nature serait le symbole de la démocratie. Donc pour les critiques, le devoir de l'artiste est donc, par la représentation de la nature, de révéler l'unité de principe qui s'exprime dans toutes les manifestations de la réalité extérieure. Et donc le paysage est considéré comme l'art exprimant le mieux cette unité de la vie. Je cite Eugène Pelletan dans son salon de 1845. Il écrit « Le paysage est la peinture de notre siècle, ce sera la gloire, l'originalité d'une époque qui n'a pas de croyance commune, pas de religion, pas de mythologie, pas même de philosophie. Nous connaissons, nous sentons l'unité de vie qui fait des frères de tous les végétaux et de tous les animaux. » Donc la nature et les végétaux surtout deviennent des emblèmes républicains, des emblèmes de la doctrine républicaine même, donc liberté, égalité, fraternité. Il y a une fraternité du végétal pour Pelletan, il y a une liberté et une égalité du végétal pour Pierre Leroux. Dans son projet de constitution de 1848, Pierre Leroux recommande que l'on plante un peu partout en France des peupliers. Ces arbres de la liberté, donc c'était les peupliers, les arbres de la liberté de la Révolution de 1789, symbole du peuple, ce qui lui vaut d'ailleurs d'être toujours caricaturé avec un peuplier dans les mains. Il écrit « Nos pères avaient adopté pour emblème le peuplier, dont la structure exprime le mieux parmi les végétaux la similitude des parties et leur égalité, ce qui a fait que son nom antique est en même temps le nom de la multitude ou du peuple. Son nom antique étant populus, donc peuple, et il s'agit en réalité d'une étymologie fantaisiste, puisque ce n'est pas le bon populus. Tout cela a un impact très fort sur la peinture, et notamment sur le choix des sujets est éminemment symbolique. Rousseau n'a cessé de peindre des chênes, des intérieurs de forêt, des marais, de simples pâturages. Et contrairement donc à la tradition du paysage depuis le XVIIIe siècle qui était balisée entre le sublime, le beau et le pittoresque, Rousseau développe sa propre approche du paysage. Son but est d'inciter des nouvelles réponses à la nature en esthétisant ce qui était considéré comme laid ou ce qui était considéré comme des sujets inappropriés pour l'art. Delescluze, si on veut prendre un critique qui est au contraire plutôt du côté de l'administration et de l'académie, reprochait à Rousseau de choisir des sites arides et sans charme, comme ce tableau présenté au salon de 1834. Et il demandait pourquoi l'artiste devrait-il perdre son talent à peindre une nature horrible plutôt que de se concentrer sur une belle nature en accord avec les principes du paysage classique. Ces sujets non nobles sont justement investis par les critiques républicains d'un sens démocratique. Thoré, à propos de Théodore Caruel d'Aligny, écrit « Il aime surtout les vues historiques et les campagnes à souvenir. Un chêne roturier ne ferait pas son affaire. La forêt de Fontainebleau n'est pas même assez royale pour lui. » À propos de Genron, Thoré écrit qu'il peint une campagne prolétaire et que Genron est un peintre plébéien jusque dans l'expression du paysage et qu'il aime les plaines laborieuses qui ne se reposent jamais. Donc, derrière cette hiérarchie des sujets, en préférant les chênes roturiers aux nobles montagnes, la critique républicaine investit ces éléments de paysage d'un sens politique par le biais de l'analogie. En montrant qu'un petit lichen est aussi intéressant qu'une montagne majestueuse, les artistes montrent qu'un prolétaire est aussi intéressant qu'un César. La troisième et dernière raison de cette préférence pour Rousseau et la place accordée au sentiment et à l'expressivité. Donc cette fois-ci, cela s'exprime de manière formelle et non pas dans le contenu des œuvres, dans le non fini ou l'esthétique de l'inachevé. Les républicains voient dans le paysage romantique, et en particulier chez Rousseau, un réceptacle possible, donc je l'ai dit, de la fonction républicaine et sociale de l'art. Il faut revenir un peu aux théories de Pierre Leroux, qui est que
l'art est par nature ou par essence sociale parce qu'il est fraternitaire et qu'il permet la médiation entre les individus. Le rôle de l'artiste, donc, n'est pas d'être didactique, de véhiculer des thèses, comme je l'ai dit, mais de se servir du sentiment pour construire une passerelle entre les individus. Ainsi, le salon de 1846 de Thoré va dans ce sens. Il écrit que qu'un peintre qui a fait une image vraiment belle a rempli sa mission, mais qu'ensuite, c'est l'affaire du spectateur qui doit être fécondée par l'impression de beauté créée par l'artiste. Donc le spectateur doit être fécondé par l'impression d'une œuvre d'art, et ainsi, le sentiment, qui est la condition de la fraternité, donc dans une société idéale, est véhiculé au moyen de l'art. Donc l'art est le vecteur du sentiment. Comment être le vecteur du sentiment ? Donc je l'ai dit, pour un certain nombre de critiques républicains, cela s'exprime par la forme. Il y aurait d'innombrables exemples à donner, par exemple la question de la couleur. Je vais m'arrêter simplement pour finir sur la question de l'inachevé. Le non fini, l'inachevé, est ce que des critiques conservateurs vont justement reprocher à Rousseau. Par exemple, les critiques de Lécluse, Clément de Rys et Louis Pesse. Pour eux, le problème de Rousseau n'est pas sa technique en soi, mais plutôt le manque de fini. On lui reproche d'exposer des esquisses de son atelier au salon. Mais pour des critiques républicains, le caractère d'ébauche et d'inachevé est justement la condition du sentiment dans la peinture. Je cite Thoré. « Rousseau, au musée du Luxembourg, a une lisière de forêt que le catalogue nomme une esquisse. Petit chef-d'œuvre aussi, comme couleur et comme sentiment. Son impressionnabilité devant la nature, son sentiment poétique le sauve de la minutie et de l'exagération du fini. » Donc, je vais conclure sur ce dernier aspect, même si donc, on pourrait développer les éléments formels qui sont investis d'un sens politique, et donc conclure en disant que le lien entre esthétique et république est autant une question de symbole, de sujet et de forme, et à mon avis, la question de la forme politique est une question particulièrement intéressante, mais elle est aussi abstraite, ce qui explique que peu d'artistes aient pu s'en réclamer directement. Merci. Avant d'avoir un moment d'échange avec vous, éventuellement, et de questions peut-être plus précises, je voudrais reprendre 2 points parce que il me semble qu'il faut faire le lien entre les différentes contributions. Et puis je me suis réveillé entre mon introduction et maintenant, et j'arriverai à dire les choses un peu plus nettement. La première, c'est qu'on a tous, vous connaissez tous cette citation de Clémenceau, la justice militaire est à la justice ce que la musique militaire est à la musique. Une citation pas très gentille pour la justice militaire et pour la musique militaire. Et on a un peu cette image-là, si on dit esthétique et république, on peut penser, on a en tête certains clichés d'une imagerie républicaine pas très intéressante, très répétitive, avec des Marianne un peu standardisées, choisies sur des artistes ou des présentatrices télé, Mireille Mathieu, Laetitia Casta, voilà, une imagerie républicaine affadie, pas très intéressante. Une imagerie qui ressasserait et remâcherait sans arrêt les mêmes thèmes, les mêmes symboles, les 3 couleurs, des symboles romains dont peu de citoyens et même peu de spécialistes aujourd'hui maîtrisent complètement l'histoire et la signification des héros romains dont on ne sait plus très bien pourquoi ils sont là et qu'est-ce qu'ils ont de véritablement républicain. Des allégories tellement compliquées, vous en aviez donné un exemple dans le séminaire du Louvre, des allégories politiques tellement compliquées qu'il faut des titres de 4 ou 5 lignes pour qu'on comprenne de quoi il s'agit. Je crois que c'était une phrase ironique de Flaubert. Et puis des grands hommes oubliés qui nourrissent la statuaire monumentale qu'on trouve dans l'espace public. Et de grands hommes dont on ne connaît plus très bien les grands gestes républicains. Moi, j'habite à Paris, au croisement de 2 avenues, paraît-il, avec un passé républicain. Si on faisait une interrogation entre nous sur qu'est-ce qu'ils ont fait, je ne suis pas sûr qu'on aurait des réponses très, très consistantes. Je suis au croisement de boulevard Edgar Quinet, boulevard Raspail. Qui connaît vraiment l'œuvre républicaine d'Edgar Quinet, voilà. Eh bien, ce qu'a montré le séminaire pour nous, qu'on a bâti pendant 1 an, et il me semble, là vous en avez eu un échantillon, c'est cette approche transdisciplinaire entre histoire des idées, histoire de l'art, esthétique, et comparatiste entre ici la France et le Mexique, mais on a eu aussi des exposés sur le Brésil, sur la Suisse. C'est qu'en fait, non, il y a un art républicain, il y a des arts républicains, il y a des liens entre esthétique et république qui montrent une très très grande inventivité,
une grande réflexion sur comment représenter les idéaux nouveaux, les abstractions politiques qui sont en train de voir le jour, même si ça n'aboutit pas, même si, in fine, c'est un échec, même si personne n'est d'accord sur les solutions, il y a une grande inventivité esthétique et artistique. La deuxième chose, je crois que ça montre, c'est la circulation internationale des modèles. Le fait qu'on ait des bonnets phrygiens au Mexique ou des Brutus en Colombie me met vraiment en joie. J'ignorais qu'il y avait eu une présence romaine en Colombie ou au Venezuela ou dans le Rio de la Plata, mais on voit bien qu'il y a une circulation internationale, que les gens voient des modèles, que ça circule à travers la presse, que ça circule à travers des gravures, à travers de la litho, à travers des photos, et d'une certaine façon, des réflexions communes qui montrent l'intérêt de cette démarche comparative. Et par exemple, avec la Suisse, un certain nombre de thèmes qui sont communs. Et puis la troisième chose qui a été montrée très nettement par François René, Priscilla et Servan, c'est la fabrique artistique du sentiment républicain, pas d'une idéologie républicaine, pas d'une doctrine républicaine, mais il y a une fabrique de l'attachement, une fabrique de l'émotion républicaine, une fabrique de l'idéalisation des vertus républicaines. Il y a une contribution en cela des arts et des artistes. Ça, c'est la première chose que moi je retiens des présentations. Puis la deuxième chose, c'est que c'est pas très facile, mais on peut essayer, en choisissant justement des œuvres un peu exigeantes, de sortir des questions mal posées dans lesquelles on retombait facilement, des questions mal posées. Y a-t-il un art républicain, c'est-à-dire un art à programme qui serait déterminé par un ministre de la culture ou par une instance académique qui déciderait de tel ou tel thème? On voit que le concours échoue d'une certaine façon. Ça n'empêche pas qu'il y a une multiplicité d'œuvres, de tendances, de tentatives, d'expérimentation. C'est la notion d'expérimentation qui me semble importante. Question mal posée, y a-t-il un art républicain ou y a-t-il des républicains artistes qui auraient des idées sur ce qu'il faut faire? On peut vraiment sortir de ces questions mal posées parce que ces questions, elles imaginent des collectifs qui seraient dotés d'un programme, d'une volonté, les républicains, les artistes. Et elles font peu de cas. Elle faisait, ces questions mal posées, peu de cas des relations précises entre acteurs politiques, critiques littéraires, romanciers, musées, jurys, des salons, institutions artistiques. Et justement, les moments républicains qu'on a choisis ici, 1810-1822, on aurait pu parler un peu plus de la Révolution française, et puis 1848, c'est des moments de bouleversement complet des structures institutionnelles et des rapports entre artistes, pouvoir, institutions muséales ou académiques. Des bouleversements complets où on voit justement les artistes réclamer une forme d'organisation démocratique de la profession. C'est par certains côtés une transformation du statut même des arts et du statut des artistes qui se joue dans ces mouvements révolutionnaires et dans les productions qu'on a vues. Et si on pouvait montrer l'image que j'ai perdue et retrouvée grâce à la magie du téléphone portable de Servan, que je remercie, j'espère que c'est bien, c'est Charles De Vries. Je n'ai pas copié des photos de mes enfants. Ah mince, elle n'est pas là? Voilà. C'est celle que je montrais, que j'évoquais en introduction, qui a été mal interprétée souvent. Elle a été décrite par Rolf Reichart, qui est un très grand historien de la Révolution française, qui a appelé ça la République du peuple. La République, vous voyez cette femme avec ce bonnet qui monte un trône vide sur lequel on voit la Constitution sous forme de table de la loi, s'adresse au peuple, mais de l'autre côté de la main, elle montre une urne où il y a le suffrage électoral. Pour moi, alors, une fausse interprétation de la part de Rolf Reichart, je suis content parce qu'il n'en fait jamais, donc on peut aller piquer qu'une fois il se trompe. C'est la République au peuple, le titre. La République s'adresse au peuple qui est massé à ses pieds et elle le met en garde. Et elle le met en garde contre ce que beaucoup d'historiens de la Révolution ont dit, c'est le transfert de sacré ou de sacralité. On remplace un sacré par un autre dans la Révolution française où en 1848, il y aurait les martyrs de la République, l'exaltation presque sacrée des lois de la République. Et là, il y aurait le remplacement d'un prince par la Constitution. Non, la République s'adresse au peuple et elle le met en garde, et ça me paraît plus important. Mais pour nous, pour notre propos, c'est cette question de quand le corps du prince, quand la manière de penser, qu'est-ce que c'est que le corps politique? Et qu'on pouvait dire, le corps politique, c'est le corps mystique du roi. Kantorowicz, les deux corps du roi, le portrait du roi comme portrait de la Respublica, de la chose publique,
disparaît, lorsque le roi n'est plus là, lorsqu'il a été décapité ou chassé, qu'est-ce que c'est que le corps de la nation, qu'est-ce que c'est que le corps politique? Et c'est ce qu'évoquait François René à propos de ces femmes allaitantes, ce corps, cette importance considérable du corps. Un corps absent, comment peut-on le montrer? J'aime bien cette gravure comme tâtonnement et comme expérience. On peut peut-être avoir ce moment, vous proposiez ce moment d'interaction avec la salle et de questions. Ou Priscilla, ou rajouter des choses. Non, moi je voulais juste peut-être rebondir sur une chose, c'est de voir l'écart qu'il y a en 1848, précisément autour de cette question, comment on représente quelque chose qui a disparu, qu'on fait disparaître, avec des stratégies visuelles qui sont totalement différentes. On substitue un corps féminin au corps du prince, au corps du roi, ça c'est une possibilité, et on va puiser dans un fond qui existe déjà, en reprenant, en modifiant les formules iconographiques, et en les réinvestissant de quelque chose qui est neuf politiquement. Ou alors on imagine un tout autre univers où, alors là pour le coup, tous les corps disparaissent. C'est l'iconographie politique que décrit Servan, et cette idée que finalement il faudrait aller se cacher dans les forêts et aller regarder des arbres pour retrouver quelque chose qui permettrait de constituer une imagerie politique neuve. Mais de ce point de vue-là, peut-être qu'il y a un lien, je ne sais pas, mais ce serait difficile à... Il faudrait faire un travail très minutieux dans cette direction, de voir comment c'est fondé doctrinalement. Je pense qu'il y a peut-être une théorie de la nature qui peut relier évidemment les deux, que ce soit le corps féminin ou cette question du paysage républicain. Il me semble en tout cas que le lien, le pont peut être fait entre ces deux stratégies qui paraissent de prime abord extrêmement opposées et divergentes, mais qui ont peut-être quelque chose qui les relie dans cette question. La parole est à vous. Si vous souhaitez la prendre, poser des questions, des demandes de compléments, nous pouvons montrer encore, revenir en arrière et remontrer certaines des images. De Rousseau, est-ce qu'on le retrouve dans d'autres pays, et notamment je pense à l'Allemagne ou je ne sais rien, mais est-ce qu'on a d'autres exemples aussi prégnants de cet investissement des artistes ou des critiques de la nature pour réinventer, comme vous disiez, un vocabulaire politique? Oui, alors, bon, on a tout de suite la même référence, Servan et moi. Il y a évidemment un livre qui est passionnant, qui est le livre de Martin Warnke sur le paysage politique. Dans le cas de l'Allemagne, ça se construit sans doute différemment. C'est-à-dire qu'au départ, il y a une imagerie politique du paysage. Quelqu'un comme Friedrich, c'est très évident, mais qui est une imagerie anti-napoléonienne. C'est-à-dire qu'elle se définit précisément à rebours de toute une imagerie politique française, en investissant le paysage allemand comme étant quelque chose qui serait secrètement national, et ça va définir évidemment toute une imagerie tout au long du Xe siècle. Donc, alors oui, il y a un lien, tu as raison, et en même temps, ça se construit différemment d'un point de vue idéologique. Pardon. Je voulais juste dire il y avait aussi effectivement toute une théorie du paysage national et effectivement de cet investissement patriote et nationaliste du paysage. Là, c'est autre chose, et effectivement, je n'ai pas du tout étudié encore le cas allemand pour ce côté-là, vraiment d'idées républicaines comme la liberté, l'égalité, la fraternité. Alors que chez ces critiques-là, en 48, dans toutes les années 40, en fait, c'est vraiment très, très prégnant. Ce vocabulaire, en fait, qui est la devise. Peut-être un cas qui pourrait se rapprocher ou être à mi-chemin entre le cas allemand de Martin Warnke et le cas étudié par Servan, c'est le cas suisse, où l'investissement politico-religieux du paysage, et notamment de la montagne, est très très fort. Très très fort, et lié très tôt en partie à la question un peu nationale, patriotique, et beaucoup à la question protestante. À la question, après tout, Dieu partout présent dans la création et les œuvres de la création, et pas seulement dans les lieux sacrés, dans les temples ou dans les églises, et donc un rapport au paysage qui est assez différent de celui qu'on trouverait dans les milieux catholiques de la même époque. Il y a une insistance sur la présence du paysage qu'on peut discuter après,
c'est vrai que c'est un sujet discutable, mais si on regarde les textes de Calvin ou de Zwingli, par exemple, ils sont très favorables à la peinture de paysage ou à la peinture de ville, en disant c'est un don de Dieu, le don de la peinture, le don de la gravure, il n'y a pas de problème avec ces images-là. Alors qu'ils sont totalement hostiles à toute image religieuse, mais même extrêmement prudents à l'égard des portraits et des portraits d'hommes vivants. Le portrait chez Calvin et Zwingli, c'est le portrait de mort. Donc ils refusent qu'il y ait leur propre portrait. Donc ce qui passe, c'est les médailles de bêtes, d'animaux et de villes. Voilà. Donc c'est un rapport à la peinture de paysage quand même un peu... Merci. Alors vous avez cité, toujours à propos du paysage, vous avez cité plusieurs textes. Je me demandais si en littérature il y a ce même mouvement. Je pensais par exemple à George Sand. Oui, alors George Sand est vraiment proche de Leroux en particulier. Elle participe à la même revue, à la revue philosophique de Leroux. Elle est représentée d'ailleurs sur la caricature que j'ai montrée. Elle est à la gauche de Leroux. Donc il est vraiment entouré de Thoré, le critique d'art, et de je vais mettre un peu de temps, et de Leroux, et de George Sand. Et effectivement, il y a eu une importance très forte en littérature qui a notamment été étudiée par Bénichou, Paul Bénichou, dans Le Temps des prophètes. En fait, ces questions-là, des idéologies socialistes et républicaines des années 30 et 40, elles ont été beaucoup plus étudiées en littérature qu'en histoire de l'art. Il y a vraiment toute une tradition du romantisme en littérature qui s'est intéressée à ces théories-là, alors qu'en histoire de l'art, c'est venu beaucoup plus tardivement. Je pense parce que ça vient aussi d'une certaine réticence des historiens de l'art à imaginer un rapport entre art et politique trop resserré. Oui, je voulais ajouter au sujet du paysage que là aussi au Mexique, il y a une tradition très très forte de connexion entre la littérature des voyages, le romantisme des voyages et la peinture des paysages, parce que c'était notamment les voyageurs étrangers qui venaient au Mexique qui faisaient la peinture des paysages pour faire montrer le pays ailleurs. Donc on peut considérer la peinture des paysages comme la première peinture qui fait montrer le caractère national. C'est la peinture qui crée par la première fois les coutumes, qui fait montrer les coutumes des gens, comme ils s'habillent, comme ils se portent, etc. Donc elle est très liée, par exemple, à la littérature, telle que les travaux d'Ignacio Manuel Altamirano, qui était un écrivain mexicain du 19e siècle très connu. Donc oui, la peinture des paysages et le romantisme étaient très très liés dans l'Amérique latine aussi. Bon, je crois qu'on a encore le temps de prendre une ou deux questions, je pense. Voilà. S'il y en a. Oui, bon, déjà, merci beaucoup. C'était très abondant et passionnant. Moi, j'avais une question par rapport. Je pense que c'est une évidence en histoire de l'art, mais je ne suis pas historien de l'art. Mais voilà, la plupart des figures que vous avez montrées de la République étaient féminisées. Et je me demandais d'une part s'il y a des contre-exemples de figures politiques dans la modernité, après la Révolution française, qui pourraient être des figures plus masculines des institutions souveraines. Parce que vous avez parlé du Léviathan de Hobbes, où là, le frontispice est une figure masculine. Et voilà, pourquoi cette féminisation de la souveraineté après la Révolution, alors même que le peuple à côté intervient comme un sujet parfois très virilisé. Et donc du coup, pourquoi cette partition genrée du coup des deux mamelles politiques. Et d'une part, est-ce qu'il y a des contre-exemples, et d'autre part, est-ce qu'il y a du coup une sorte de généalogie qui a été faite de cette féminisation progressive de la figure politique? Merci. Je vais laisser les vrais historiens d'art répondre, mais oui, il y a un travail en cours, pour ce que j'en sais, oui, il y a un travail en cours de généalogie, en grande partie sous la plume de Thomas Meissen, le directeur de l'Institut historique allemand à Paris, qui travaille sur la figure de Helvetia.
et cette représentation féminine de la Suisse par-delà les différences des différents cantons. Et il essaye de faire une approche généalogique, et pour monter, là je crois, ses premiers exemples sont au XVIe ou XVIIe siècle sur Helvetia. Et il s'intéresse justement à cette approche genrée, à cette question qui pour lui était très importante. Pourquoi Helvetia plutôt Guillaume Tell? Voilà, avec des questions de ce type-là dans la représentation ou dans la figuration de la Suisse. Mais peut-être vous avez des réponses plus précises sur d'autres. Moi, je pensais juste à Helvetia. Il y a des cas sur Lady Liberty en Colombie, avec le bonnet phrygien, etc. Il y a les travaux de Maurice Agulon sur Marianne qui sont importants. Je me souviens particulièrement de cette remarque sur le fait que la République est représentée par une femme alors même que les femmes ne peuvent pas voter, justement. Donc la femme a le droit de représenter, d'être l'icône de la République, mais pas réellement d'être une actrice en République, d'agir pour la... Voilà. Non, j'aurais du mal à répondre précisément à votre question. C'est-à-dire qu'il faudrait alors pour le coup faire un inventaire complet de toutes les représentations de la République. On a commencé de manière un peu empirique à inviter des chercheurs qui à chaque fois nous parlent de leur domaine. Peut-être qu'un jour l'un d'entre eux va nous faire ressortir tout un domaine où apparaîtraient des figures masculines. Non. En tout cas pour moi, ce que je connais et qui m'a intéressé, il y a une chose qui est évidente et qui se joue à la fin du XVIIIe siècle, c'est dans le domaine politique, mais ça vaut aussi dans le domaine littéraire, ça vaut aussi dans le domaine de l'histoire de l'art. Il y a une fantastique, phénomène de dévaluation des figures d'autorité masculine. C'est ce que Lynn Hunt a montré de manière absolument admirable dans son livre sur le roman familial de la Révolution française. Ça fait allusion évidemment au roman familial de Freud. Une dévalorisation, une dévaluation des figures paternelles au sein de l'espace familial, au sein de l'espace politique, qui aboutit à ce que les images crédibles d'entités politiques différentes ont toutes les chances d'être féminines. Ça, c'est une chose qui est évidente. Il y a des passages très beaux chez Lynn Hunt sur les premières fêtes révolutionnaires qu'on peut recouper avec les travaux de Mona Ozouf, avec de grandes fontaines dans lesquelles les enfants viennent boire, avec des femmes qui sont représentées, tout un univers duquel les hommes se trouvent symboliquement exclus, même s'ils sont les grands ordonnateurs de ces fêtes, évidemment. Là, il y a quelque chose, évidemment, qui se joue très clairement au moment de la Révolution française, d'invention de symboles, d'abstractions, d'images, dans lesquelles, effectivement, les femmes sont au premier plan. On peut relire toute l'œuvre de Greuze, là c'est Carol Duncan qui le propose, en montrant combien ce sont des petits théâtres politiques dans lesquels les figures paternelles s'affaissent, littéralement. Bon. Là, évidemment, ça permet de comprendre après pourquoi il y a toutes ces séquences d'imagerie dans lesquelles les femmes peuvent représenter la monarchie quand elle revient, la Révolution, cela va sans dire, mais évidemment aussi la République. S'il n'y a pas d'autres interventions, il me reste à vous remercier, beaucoup à remercier les intervenants, à vous remercier de votre attention et de votre intérêt, et à dire peut-être, vous m'excuserez de le faire, mais dire que le séminaire Esthétique et République à l'École du Louvre se poursuit l'an prochain, qu'il est ouvert à tous, qu'il a lieu une fois par mois dans les locaux splendides de l'École du Louvre, le vendredi matin, et qu'il n'y a pas de café offert, mais presque. Voilà. Donc, le séminaire continue et très élargi sur le plan géographique par rapport à ce que nous avons présenté ici, avec des exemples très inattendus, je pense. Voilà. Merci beaucoup.